Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Ant pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une nouvelle espèce que je n'avais pas encore abordée sur la chaîne jusqu'à maintenant. Il s'agit des Tetramorium bicarinatum. Alors les Tetramorium bicarinatum, c'est une espèce originaire d'Asie au départ. C'est une espèce qui est catégorisée invasive aussi. Ça fait partie du groupe des fourmis vagabondes. Les fourmis vagabondes, c'est quoi? Ce sont des fourmis qui sont caractérisées par plusieurs choses. Elles sont caractérisées, comme leur nom l'indique, par la faculté de déménager très facilement et de se contenter d'un nid très sommaire. Donc là où d'autres espèces vont avoir un nid avec une architecture très complexe, très élaborée, elles se contentent d'une pierre plate, d'un petit recoin ou autre pour nicher. Une petite fissure dans un mur, ça leur suffit en général. Donc il ne faut vraiment pas grand chose pour nicher. Deuxième caractéristique des espèces dites vagabondes, c'est une forte polygynie évidemment. Donc il y a énormément de reines fertiles au sein de cette colonie. On va avoir plusieurs dizaines de reines dans la colonie et non pas une seule reine comme on va souvent le voir le cas chez les autres espèces de fourmis ou chez les abeilles par exemple. Ce qui évidemment présente l'avantage de multiplier les chances de survie. Donc la survie de la colonie ne dépend pas de la vie d'une seule reine, d'un seul individu, comme c'est le cas chez les espèces monogynes. Donc facilité de déplacement, polygynie très forte, et une autre caractéristique des espèces vagabondes, c'est la reproduction intranidale. Donc il y a bien essaimage, mais l'essaimage est assez limité, en ce sens que les gynes ne volent presque pas. Elles vont avoir tendance à rester à proximité de la colonie où elles sont nées, et les mâles vont faire un vol de quelques mètres en général. C'est pas une espèce qui va essaimer sur de très longues distances, elle va plutôt se propager selon le principe de la tache d'huile en fait. Mais elle se propage selon la tache d'huile et elle se propage selon le principe de l'unicolonialité. Donc cette propagation va se faire sous forme de l'évolution d'une seule mégacolonie. Ce ne sera pas des centaines de petites colonies qui seraient en compétition, ce sera une seule mégacolonie qui va collaborer, qui va coopérer et dans lesquelles on va avoir des échanges de couvains, d'ouvrières, de nourriture, de tout ce qu'on veut. Donc ça coopère réellement. Alors c'est une espèce qui est très omnivore, comme souvent chez les fourmis, donc elles vont avoir un gros intérêt évidemment pour tout ce qui est protéines animales, insectes et autres, et liquides sucrés, ça c'est un peu comme d'habitude. Et comme beaucoup d'espèces vagabondes, elle est relativement facile à élever. En fait, la difficulté dans l'élevage de ces espèces, c'est surtout quand c'est trop simple à élever. Et donc vous vous retrouvez rapidement avec un nombre extraordinaire de fourmis qui veulent évidemment tout essayer de sortir de votre terrarium. Et c'est ça qui rend la chose compliquée à gérer. D'autant plus que dans le cas présent, il suffit qu'une reine et quelques ouvrières s'échappent, et je vous rappelle qu'il y a des dizaines de reines dans la colonie, pour refonder une nouvelle colonie ailleurs, et ça peut être en intérieur, ça peut être n'importe où. Donc il faut vraiment être très prudent de ce côté-là. C'est pas des espèces à prendre à la légère, c'est pas des espèces qu'on va maintenir dans un terrarium bricolé dans une boîte de Ferrero. Il faut quelque chose de costaud, il faut quelque chose de propre, bien fini, pour être sûr de ne pas avoir d'évasion. Une fois qu'on fait ça, c'est une espèce qui est, je trouve, très chouette à élever. Pourquoi? Parce qu'elle est facile, parce qu'elle est active toute la journée, active H24, ça n'arrête pas. On va avoir donc ce petit phénomène d'essaimage intranidal qui est aussi intéressant à observer, parce que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, ce qui se passe en général, c'est que les reines ailées sortent dans l'aire de chasse et vont être fécondées par des mâles de la même colonie. Une fois que les reines sont fécondées, là elles sont ramenées manu militari par les ouvrières dans le nid. Donc elles chipotent pas, elles vont pas en douceur, elles traînent carrément la reine à l'intérieur du nid pour qu'elle rejoigne la force reproductrice de la colonie, je vais dire, et assurer la descendance. Donc très chouette espèce. Au niveau visu, ça ressemble un petit peu à une Myrmica rubra en plus petit, j'ai envie de dire. C'est à la taille d'une Lassus niger en gros. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir le nid, on fera des plans plus détaillés après comme d'habitude évidemment. Mais on a déjà un nid bien rempli. Alors ce qui est aussi caractéristique de l'espèce, évidemment, c'est comme j'ai dit, c'est une espèce polygyne. Et comme souvent chez les espèces polygynes,
les reines sont pas très grandes, donc elles sont à peine plus grandes que les ouvrières, ce qui fait qu'elles sont pas spécialement aussi simples à distinguer que les autres, mais malgré tout on voit une différence de taille de l'ordre de, je vais dire, 20-30% supérieure sur la reine. On a évidemment le thorax qui est plus développé dû à la présence des muscles alaires dans son jeune temps, donc on arrive malgré tout à les différencier. Et voilà, donc très belle petite espèce, mais à ne pas mettre entre toutes les mains évidemment, car c'est une fourmi qui pourrait sans problème s'adapter par exemple dans votre maison et vous auriez beaucoup de mal à vous en défaire. Je vous rappelle qu'ici je ne suis pas dans une maison, mais dans des conteneurs spécifiquement aménagés pour mon activité d'élevage et d'élevage de fourmis, myrmécologie, mon atelier juste à côté. Donc je ne suis pas dans un bâtiment d'habitation, mais dans un bâtiment qui ne sert que à mon activité fourmi. C'est une précaution supplémentaire. C'est pas des espèces que je mettrais dans la maison, parce que au moindre risque d'évasion, bah, c'est la catastrophe. On pourrait avoir beaucoup de mal à s'en défaire. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Mais une fois qu'on est sûr, qu'on est safe au niveau de l'évasion, comme c'est le cas ici, donc on a toujours le couvercle anti-évasion, la fenêtre amovible avec le grillage en inox, on est sûr que ça ne bouge pas, on est sûr que ça ne sort pas. Là, il n'y a pas de problème, c'est une espèce qui est très chouette à observer et qui, j'espère, va continuer à se développer. Et dans les prochains mois, vous allez voir que cette colonie va progressivement occuper, l'idée c'est qu'elle occupe une multitude de petits terrariums comme ceux-là, interconnectés, et de former une super colonie qui sera installée dans une batterie de terrariums comme celui-là, raccordée à des aires de chasse comme celle-ci. Donc on va passer après en mode macro pour vous faire quelques plans détaillés de la vidéo. J'espère que les explications vous auront plu. Et on se retrouve tout de suite pour les prises de vue détaillées en macro et un autre angle de vue. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve ici sur la vue macro. Donc j'estime la population de cette colonie à 400-500 individus à la louche, plus ou moins. Donc ça remplit déjà pas mal le nid, mais il y a encore de l'espace, vous voyez, il y a encore pas mal de volume dispo pour qu'elle puisse se développer. Et logiquement, dans les semaines qui suivent, le couvain devrait se développer de manière assez impressionnante. C'est une espèce qui développe très souvent un couvain ultra massif, donc on peut espérer d'ici quelques semaines avoir un nid bien rempli en couvain. Couvain assez joli aussi, puisque les larves en fin de maturité prennent une petite couleur un peu roussâtre, comme souvent chez les Tetramorium d'ailleurs, ce qui forme un très joli couvain. Vraiment une chouette espèce. Je trouve que le style me fait penser un peu à une petite Myrmica rubra. Je le trouve assez joli. Et surtout très actif, quoi. Ça n'arrête pas non plus, quoi. Ça pond beaucoup. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'ouvrières qui promènent des petites grappes d'œufs. Je vous rappelle qu'il y a énormément de gynes dans cette colonie, donc vous allez les voir au fur et à mesure. J'essaie de vous en montrer quelque part sur l'écran. Est-ce qu'on voit une gyne quelque part? Voilà, il y en a une qui descend. Sur la droite de l'écran, il y en a une qui est dans le couloir entre les deux chambres. Je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de la centrer un peu dessus. Il y en a une là en bas aussi, en dessous. Ouais, il y en a quelques-unes là dans le bas. Donc voilà, là vous pouvez voir quelques gynes. Évidemment, il y en a beaucoup dans le nid, il y en a quelques-unes encore avec des ailes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc ces gynes seront fécondés en intranidal, donc par les mâles de la même colonie. Le moment venu, les sexués sortent et les mâles vont féconder les femelles. Ensuite, les ouvrières vont ramener les femelles fécondées au nid et puis celles-ci vont commencer à pondre avec les autres. Ouais. Donc, à nouveau dans le bas, on voit une belle gyne un peu toute seule. En bas, dans le quart en bas à droite, je vais dire. Là, elle est plus au centre de l'écran maintenant. Elle monte. Voilà. Donc ça, c'est une gyne. Vous voyez que la différence de taille n'est pas énorme avec les ouvrières. Elles sont pas beaucoup plus grosses. C'est vraiment le thorax qui permet de différencier. 20-30%
de taille légèrement supérieure, quoi. J'espère que ces images vous plairont, parce que je trouve ça assez chouette de pouvoir les visualiser directement dans le nid comme ça. Et bon, on va se quitter sur ces images. Je vous rappelle en même temps, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite sonnette, le bouton j'aime, partager au maximum nos vidéos, ça aide. Plus on est vu, plus on aura les moyens de faire de belles vidéos. Et n'oubliez pas donc de jeter un petit coup d'œil aux liens qui seront dans la description de la vidéo, le lien vers la boutique, le lien vers le blog, le lien vers la page Tipeee, si vous voulez éventuellement nous soutenir dans nos projets. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Salut, salut.